Donc simplement pour me présenter très rapidement, donc je travaille à IFER, qui est l'Institut de recherche européen sur l'énergie, qui est un centre de recherche un peu particulier, qui est basé à Karlsruhe en Allemagne, et qui est en fait un centre de recherche qui est le fruit d'une collaboration entre EDF et puis l'Université de Karlsruhe. Donc on a un statut un statut un petit peu à part. Et donc l'Institut couvre des thématiques liées à l'énergie, de l'hydrogène à la biomasse, en passant par des questions environnementales, la question des retombées territoriales et bien d'autres encore. Pour ma part, je fais partie du groupe Transition, Marché, Énergie, Environnement, et je travaille plus particulièrement sur les questions liées aux retombées territoriales autour des dispositifs de production d'énergie. J'ai travaillé avant ça sur le bois énergie dans le cadre d'une thèse, dans le cadre de travaux ensuite postérieurs. Et donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un petit peu la synthèse et le lien entre ces différents travaux. Donc ma présentation portera en fait sur les enjeux de transition pour la forêt entre les différentes valorisations et différentes retombées qui sont attendues ou que l'on tente d'extraire de la forêt. Donc très rapidement, la forêt et l'énergie donc sur laquelle je vais me concentrer dans cette présentation, c'est une histoire ancienne, mais qui a été remise sur le devant de la scène plus récemment, puisque donc l'énergie, c'est pendant des siècles a été la valorisation numéro 1, la valorisation économique prioritaire de la forêt. Et c'est au 19e siècle qu'il y a une bascule, puisque d'autres sources d'énergie plus abondantes, moins coûteuses, plus efficaces énergétiquement, comme le charbon, puis le gaz, le pétrole et le nucléaire au 20e siècle, sont apparus. Et donc ont permis de libérer la pression énergétique, de relâcher un peu de la pression énergétique sur la forêt, en même temps qu'apparaissaient les premières écoles forestières, notamment en Allemagne, en France, qui ont permis une bascule en faveur du bois d'œuvre, qui est devenu la première valorisation économique au cours de la fin du 19e et du 20e siècle. Mais il se trouve qu'à la fin toute fin du 20e siècle et au début de ce siècle, il y a eu un retour de la demande énergétique vis-à-vis de la forêt, qui était notamment fondé par des motivations climatiques. Et un des symboles forts de ce retour, c'est les objectifs très ambitieux fixés par l'État français à la forêt en matière d'électricité renouvelable via les fameux projets Creux, dont le plus célèbre est le projet de Gardanne, très contesté. Ces évolutions de la valorisation et des usages liés à la forêt, cette évolution s'est faite en parallèle de l'émergence très forte des enjeux climatiques et des enjeux écologiques, donc avec un souci croissant de la biodiversité, des paysages, des loisirs. Excusez-moi, ma présentation saute sans que je touche à rien. Ça continue. Donc avec des préoccupations qui étaient déjà présentes depuis longtemps dans le milieu forestier. La multifonctionnalité, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais il y a quand même un souci croissant et des attentes croissantes, avec notamment de nouveaux acteurs qui se préoccupent de ces enjeux, donc ce qui fait aussi évoluer la question de la valeur et la valorisation de la forêt également. Et en parallèle, il y a aussi des changements institutionnels et des rapports de pouvoir forts avec les processus de décentralisation qui font monter en compétences, monter en puissance les collectivités territoriales et les acteurs locaux des territoires publics comme privés. Mais même si ces évolutions ont lieu en parallèle et se nourrissent l'une de l'autre, le couplage des enjeux entre... décidément, il y a un bug parce que ma présentation défile toute seule. Donc, le couplage des enjeux n'est pas naturel, n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, même si il y a notamment une opposition territoriale entre les collectivités,
axé autour des collectivités et de certains acteurs de la forêt qui se fait au projet Creux, la dimension territoriale est parfois neutralisée, pour reprendre les termes par exemple d'Arnaud Sergent, par une filière forêt-bois qui véhicule, enfin qui a un héritage sectoriel très fort, et donc il y a un rôle dans les transitions des configurations héritées, pour reprendre le terme de certains travaux en sciences humaines et sociales sur la transition énergétique, qui est forte. Également, il y a d'autres travaux, comme les travaux de Vincent Banos, Geoffrey Dehaes, qui ont montré que le bois énergie, si on se sert de l'école des proximités qui a déjà été mentionnée par Marc Girard dans la présentation précédente, n'est pas automatiquement une ressource territoriale. On n'est pas sur quelque chose qui est automatiquement spécifié et qui est ancré dans le territoire. Et enfin, les travaux de Jonathan et de Sylvain Corlat ont aussi souligné l'importance de travailler ces leviers d'articulation de transition écologique. Donc ma présentation je vais insister sur le fait que cette valorisation énergétique, elle a été vecteur de désaccords et de tensions, de tiraillements forts entre les acteurs, qui ont porté sur le choix des meilleures valorisations possibles, qu'elles soient énergétiques ou énergétiques et autres, et qui ont mêlé des acteurs à la fois historiques et puis des nouveaux venus dans ce monde de la forêt. Donc, je vais me concentrer en fait sur la question de savoir pourquoi le bois énergie n'a-t-il pas atteint les objectifs que lui avait attribué, fixé l'État français dans les années 2000 autour de ces projets creux. Et pour ça, je vais mobiliser plusieurs approches. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est une opposition qui s'est structurée entre d'un côté des acteurs avec notamment l'État, des industriels, la Commission de régulation de l'énergie qui portait des très gros projets de cogénération pour avoir de l'électricité renouvelable d'origine, issue de la biomasse, et de l'autre côté, les tenants de projets de taille plus réduite, plutôt axés sur la valorisation chaleur. Et donc, c'est une opposition qui est structurée notamment par l'échelle et la taille des projets, donc spatiale. Donc pour ça, je vais mobiliser une analyse d'un point de vue de la géographie économique et politique, notamment sur les questions pour voir quels sont les processus de mise en valeur de la ressource, et pour souligner la nécessité d'une lecture géographique, et notamment aussi des questions liées au bien commun et le partage entre une ressource privée et puis des enjeux de bien commun, notamment autour des questions climatiques qui font évoluer aussi comment peuvent être valorisés les gisements forestiers. Puis je m'intéresse aussi aux questions liées aux transitions, puisque c'est donc une transition que nous sommes en train de vivre, qui est une question de société majeure et qui est une question que la recherche a mobilisé largement depuis une quinzaine d'années, avec notamment les Sustainability Transition Studies. Désolé, il n'y a pas tellement de traduction à ma connaissance satisfaisante en français aujourd'hui de ce mouvement, mais qui a contribué aussi à alimenter des travaux qui soulignent le rôle de la spatialisation dans la transition et le fait qu'il faille analyser cette dimension spatiale. Voilà. Donc pour ça, je n'aurai pas un cas d'étude aussi détaillé que celui qui vient d'être présenté. Je vais mobiliser en fait différents cas d'études, différentes réflexions sur lesquels j'ai travaillé, en m'appuyant quand même largement sur le cas du bois énergie, notamment en Auvergne et Rhône-Alpes, jusqu'en 2014-2015, que j'ai travaillé notamment dans le cadre de ma thèse, mais ça va plutôt être une méta-réflexion ou une méta-lecture de différents travaux que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais présenter rapidement comment s'est déroulée cette transition, quels sont les enjeux, avant de zoomer finalement sur une analyse des processus de construction des potentiels pour voir comment est mise en valeur et quels sont les processus de valorisation de la ressource. Donc, une des choses qui ont changé pour le bois énergie au cours de la période récente dont je vais parler, c'est qu'il y a eu des nouvelles formes techniques de valorisation qui ont mené une industrialisation progressive, donc à l'augmentation très forte des volumes attendus, qui ont été notamment liés à des changements techniques. Donc historiquement, c'est la bûche qui est le combustible le plus valorisé, la transformation principale.
mais à partir des années 80-90 et encore plus à partir des années 2000, c'est des combustibles comme notamment les plaquettes et les granulés qui ont été de plus en plus encouragés, et notamment les plaquettes qui sont le combustible principal pour les réseaux de chaleur ou les centrales de cogénération. Et donc, ce que ces changements techniques et donc socio-techniques induisent, c'est qu'on passe d'une vision de la valorisation de la forêt qui est avant tout centrée sur une vision très forestière, où on va compter en unités forestières, donc avec le mètre cube, des serres, éventuellement des TEP pour du bois énergie, mais qui est quand même centré sur le savoir-faire, le langage et les connaissances du gestionnaire et de l'exploitant forestier et de ses enjeux, comme aller chercher une ressource qui n'est pas toujours facilement accessible, qui demande parfois des techniques délicates comme le débardage par câble ici près de Grenoble, à une bascule ou en tout cas un élargissement des langages et des enjeux qui sont mobilisés, avec un aval qui se structure aussi fortement et avec des attentes très fortes autour du consommateur et de l'ensemble de l'aval de la filière, donc les industriels, les collectivités qui vont valoriser cette biomasse et qui vont finalement compter en mégawatts par heure, en tonnes de CO2 évitées, voilà, d'autres métriques, d'autres langages plutôt associés à l'aval. Et donc, il va y avoir des processus de traduction entre les deux qui ont dû se mettre en place, mais qui ne se font pas naturellement, puisque pour traduire de la tonne de bois en mégawatts par heure et en CO2 évité, il y a des processus de conversion qui dépendent de pas mal de paramètres, comme par exemple l'humidité du bois, et c'est des choses qu'au début au moins, les acteurs plutôt de l'aval ne maîtrisaient pas ou n'avaient pas connaissance, comme de même à l'amont, les acteurs plutôt proches de la ressource, des gisements et de la filière forêt-bois n'avaient pas forcément connaissance ou ne proposaient pas non plus des éléments on va dire, de traduction entre ces différents enjeux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les questions d'information et de connaissance de la ressource ont été un enjeu sous-jacent fort, et c'est là-dessus qu'une partie de mes travaux a essayé de se concentrer, et notamment autour des processus de rationalisation progressive de l'information, avec différentes grandes périodes que j'ai pu identifier, qui en fait montrent aussi des déplacements des centres de gravité de l'action et des enjeux entre différentes échelles. Donc là, ce que je propose, c'est une représentation très simplifiée avec juste quelques moments marquants de la période que j'ai étudiée. Mais donc une première période de mobilisation du bois énergie qui est plutôt avec un centre de gravité très local qui commence à la fin des années 70, dans les années 80 jusqu'au début des années 90, où la mobilisation du bois énergie était encore très, le mot qui revient beaucoup, c'est pionnière, où c'était quelques acteurs très proches en général de la filière forêt-bois, que ce soit vraiment spatialement parce qu'on est plutôt en milieu rural, et puis aussi organisationnellement, puisqu'on est vraiment des acteurs avec un ancrage et des savoir-faire communs avec les acteurs de la filière bois, qui vont donc chercher à valoriser, que ce soit des sous-produits qui n'étaient jusque-là pas valorisés de l'exploitation en Syrie, ou bien des rémanents de l'exploitation forestière, sur des volumes plutôt modestes, et pour alimenter des projets proches, encore une fois, de la ressource. Il y a un premier changement qui a lieu au début des années 90, avec en 1994 le plan bois énergie développement local. Donc, pardon, pour la période précédente, c'est le lancement des espaces info-énergie comme lieu de, même s'ils ne s'appelaient pas comme ça encore à l'époque, mais des associations qui sont là pour accompagner, encourager ces démarches, qui étaient un peu le marqueur fort. Le marqueur fort de la deuxième période, c'est plutôt le lancement du plan bois énergie développement local, piloté par l'ADEME. Donc déjà, on a une bascule vers le niveau, un pilotage plutôt régional, avec encore proche du local, mais avec déjà des prises en compte à l'échelle nationale des enjeux du bois énergie, avec donc l'ADEME qui a lancé ce PBEDL, qui a contribué à mettre en place des objectifs pour un certain nombre de chaufferies. Mais là encore, on était sur une valorisation avant tout chaleur et sur des volumes de bois relativement modeste, qui est resté de l'ordre de quelques centaines de tonnes à au maximum quelques milliers, 10 000 tonnes au maximum en règle générale. Le gros changement, c'est en 2004, l'État français a lancé via la Commission de régulation de l'énergie
ces appels à projets pour de l'électricité d'origine renouvelable. Donc, c'est une démarche qui a eu lieu pour l'ensemble des énergies renouvelables, donc pour de l'éolien, du solaire, et donc aussi pour du bois, avec comme enjeu derrière d'atteindre les engagements que s'était fixé la France sur le plan international et national en matière de part d'électricité renouvelable. Donc la biomasse a été appelée, et donc là ont été des appels à projets pour des projets de cogénération. Donc on n'était plus que sur une valorisation chaleur, mais sur une valorisation électricité, avec un mécanisme de tarif d'achat de l'électricité. Et donc là, on est passé, on a complètement changé de dimension, puisque les projets avaient comme vocation de mobiliser une ressource qui était encore jusque-là pas du tout valorisée, encore de la ressource sur pied, et pas seulement des coproduits de l'exploitation forestière et du bois d'œuvre classique. Donc un changement de dimension vraiment important, et qui ont attiré de nouveaux acteurs, et c'est là vraiment que s'est effectué une grosse bascule avec l'arrivée d'acteurs qui étaient jusque-là des industriels de l'énergie, donc des exploitants de réseaux de chaleur, des Veolia, des Dalkia, et puis d'industriels non liés à l'énergie, mais qui ont été incités à changer de mode de production pour quelque chose de plus renouvelable. Enfin, donc ça c'est quelque chose qui a été largement qui a mis en tension finalement le monde forestier, puisque les acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales représentées par la FNCOFOR, la Fédération des communes forestières, c'est largement opposé à ces projets, et apporté un peu un contre-projet avec la mise en place de plans d'approvisionnement territorial pour montrer les coûts d'exploitation de la ressource et l'enjeu de valoriser plutôt en priorité la chaleur, donc qui ont conduit à une dernière phase dans les années à partir du début des années 2010, avec la mise en place d'observatoires, donc comme ici l'observatoire Ospera en Rhône-Alpes, du bois énergie, destiné un peu à rationaliser la connaissance de la ressource et à montrer les coûts réels de l'accessibilité du bois. Alors, justement, la question qui se pose, c'est que montre cette rationalisation progressive de l'information, c'est que finalement la question, le potentiel autour de la forêt est un potentiel qui était discuté, qui n'est pas un potentiel donné dans lequel on peut venir brancher un tuyau et puis se servir, mais que c'est vraiment quelque chose qui est construit. Et donc, si on regarde plus précisément les appels creux et sur quelle base ils ont été construits, au final, le constat de départ, c'est que quelque part, la France est un territoire forestier, avec environ 30% du territoire français qui est couvert de forêts, quand on regarde une carte de la France, on voit la présence de la forêt, son importance saute aux yeux. Et quand on regarde les statistiques de l'inventaire forestier national à l'époque, maintenant qui a fusionné avec l'IGN, et c'est aussi un argument porté par de nombreux acteurs forestiers pour le bois d'œuvre, c'est que les prélèvements sont bien inférieurs à l'accroissement naturel. Donc, ce qui signifie qu'on a un gisement très important dans lequel il semblerait, quand on regarde ces données à l'échelle nationale, qu'on puisse venir augmenter les prélèvements de manière, qui a un gisement qui a un potentiel vraiment intéressant. De plus, l'argument qui était porté par les premiers projets bois énergie et qui a été repris donc au moment des appels à projets creux, c'est qu'en augmentant, en valorisant aussi plus fortement les débouchés énergétiques de la forêt, on va contribuer à cofinancer, puisqu'on va payer aussi une valorisation énergétique qui n'était pas payée avant, à valoriser l'entretien et des sous-produits d'une filière bois d'œuvre qui est, alors le terme est un peu fort, mais en difficulté historique, puisque depuis 30 ans, 40 ans, il y a de nombreuses réflexions, des publications scientifiques, des publications opérationnelles sur le besoin sur la question de la valorisation de
de l'industrie française, le fait qu'elle soit en déficit commercial. Donc l'argument que ce soit le deuxième poste de déficit commercial après les hydrocarbures, qui est un argument historique vraiment fort, vraiment marquant. Le fait que l'Autriche, l'Allemagne, les pays d'Europe du Nord arrivent à valoriser et pilotent les standards, comme ça a été bien dit dans la présentation précédente. Enfin, voilà, donc il y avait cet argument qu'on allait pouvoir appuyer aussi la filière bois d'œuvre qui a été repris. Mais par contre, si on regarde vraiment les catégories d'estimation qui ont servi à la réalisation de ces projets creux, donc il y a eu, comme je l'ai déjà dit, l'IGN, qui a à l'échelle nationale une robustesse qui est une robustesse forte quant aux données qui sont produites, quant aux données d'évolution de la forêt, mais qui n'a pas la finesse nécessaire pour venir montrer les coûts de mobilisation du bois à une échelle très locale. Donc un manque de finesse. Et de l'autre côté du spectre, on a des études locales menées par différents acteurs ponctuellement sur des territoires très spécifiques, qui sont très précises, qui montrent bien les différents coûts, mais qui sont très hétérogènes ou qui étaient à l'époque très hétérogènes dans leur méthode et incomplètes dans le sens où elles ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble du territoire. Donc, in fine, il y a en fait, au moment du lancement des projets, il y avait eu un manque de connaissances, et ce qui était pointé du doigt par de nombreux acteurs, des coûts réels pour accéder à ce potentiel, et notamment la forêt privée qui, je vous l'apprends pas, les 3/4 de la forêt représente les 3/4 de la forêt française, qui est très très largement morcelée, avec beaucoup de très petits propriétaires, avec peu d'entretien, et qui font que les coûts réels sont finalement bien plus importants que ce qui était estimé sur la base des premiers projets qui avaient eu lieu avant, notamment dans le cadre du plan du PBEDL, qui mobilisait des sous-produits, donc facilement mobilisables, où les coûts d'extraction de la ressource étaient déjà en fait pris en compte par le bois d'œuvre. Et là, on était sur ces projets visaient à sortir avant tout du bois énergie, et donc finalement avec des coûts d'extraction qui devaient être assumés aussi par les consommateurs énergétiques. Et 60% de l'augmentation de la récolte est attendu dans ces zones très morcelées avec des coûts réels qui étaient largement cachés. Donc finalement, c'est autour de ces questions-là qu'ont tourné les discussions sur les appels à projets creux et qui ont montré que le potentiel de la forêt était vraiment un potentiel à discuter. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce que montrent les données d'observateurs indépendants comme observeurs, c'est que les premiers projets creux, notamment le tout premier et encore plus le deuxième, ont eu des taux de réalisation très faibles, puisque sur les respectivement 14 et 22 projets retenus, seulement 5 ont été retenus, ce qui représente un taux de réussite, de mise en service réel de 35 et 22%. Donc ça s'est un peu amélioré avec les creux 3, puisqu'un certain nombre de critiques ont été pris en compte. Mais c'est quand même un taux qui reste faible. Donc en fait, ce que montrent ces questions, c'est qu'il y a vraiment un angle mort de l'échelle dans la prise en compte du potentiel du gisement, puisque les données spatiales et les observatoires qui se sont mis en place progressivement au cours du temps se déploient sur différentes granulométries. Donc, on a des études nationales comme ce que propose l'IGN, comme des études comme l'étude ressources Maghreb de 2007 qui avait beaucoup servi aussi à l'époque, des observatoires régionaux comme en Auvergne, en Rhône-Alpes qui se sont mis en place, des études locales comme les plans d'approvisionnement des différents projets, des PAT, différentes études locales. Mais au final, il n'y a pas de vision transversale qui permettent de regrouper vraiment ces différents enjeux, les coûts d'accessibilité à l'échelle très locale, les enjeux, le potentiel national. Donc il y a vraiment un peu ce que j'ai appelé un angle mort de l'échelle. Et quand on regarde aussi les différentes finalités des observatoires et des processus de spatialisation de l'information qui sont mis en place, on voit qu'il y a 4 finalités qui révèlent en fait des processus de valorisation aussi très différenciés avec derrière des impensés sous-jacents. Donc il y a des observatoires qui vont évaluer plutôt la consommation et d'autres qui vont plutôt se concentrer sur la disponibilité de la ressource, d'autres qui vont être plutôt sur les flux de matières premières ou sur des émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça, on peut le représenter autour des gradients que je vous montre à l'écran.
Donc, autour de mes cas d'études Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai recensé l'ensemble des observatoires, outils qui étaient déployés, mis en place par des acteurs que j'avais interviewés à l'époque. Et j'ai essayé j'ai représenté où ils se situaient sur ces différents gradients. Et ce que ça montre comme processus sous-jacent, c'est d'abord quelque chose de assez simple, assez logique, évident, une dichotomie entre d'un côté tout ce qui va être plutôt orienté sur l'amont de la filière, donc qui va se concentrer des processus de développement de l'information spatiale qui vont être plutôt sur les flux de matières premières, sur les questions de disponibilité de la ressource, et d'autres qui à l'inverse vont plutôt être entre la consommation et puis la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre enjeu que ça montre, un peu plus caché, c'est en fait aussi une dichotomie, une opposition anti-tiraillement entre d'un côté des enjeux privés de valorisation de la ressource avec des intérêts économiques forts, que ce soit pour les propriétaires, pour les gestionnaires, les exploitants de la filière forêt-bois, mais aussi pour les industriels ou les fournisseurs d'énergie, les gestionnaires des réseaux de chaleur, les collectivités, les usagers, donc avec des enjeux de coût, un intérêt économique fort. Puis de l'autre côté, des enjeux de biens communs, de biens partagés, entre d'un côté gérer une ressource et sa disponibilité qui servent aussi à alimenter des enjeux climatiques qui sont des enjeux communs et pour lesquels finalement l'ensemble même pas que des usagers, mais l'ensemble, enfin, on est sur un partage de bénéfices, un partage de biens qui dépasse largement les bénéfices privés. Donc pour conclure, ce que je voulais montrer, c'est que d'avoir une lecture, une analyse spatiale montre que la mobilisation du bois, c'est un problème qu'on peut analyser comme un problème de proximité au sens de l'école de proximité, parce que c'est une question de mettre la ressource à disposition. À disposition de qui on est sur rendre accessible, donc c'est-à-dire rendre accessible, c'est rapprocher la ressource au final des différents acteurs qui sont impliqués par ces valorisations, et les processus et tensions que je viens de décrire s'expliquent finalement par des lectures différentes, et ça c'est aussi cette lecture spatiale de l'accessibilité de la ressource. Et donc si on veut mettre la ressource à disposition, la rapprocher, c'est vraiment en fait in fine être en mesure d'activer les gisements, d'identifier d'activer les gisements identifiés, et les observatoires, j'ai suivi ce fil des observatoires car ils ont servi à caractériser la ressource, donc in fine à la spécifier et donc à construire son ancrage territorial, donc à la territorialiser. Et donc in fine, ce qu'on peut dire sur la période donc que j'ai décrite, c'est que la ressource bois-énergie est une ressource c'est d'où le titre de ma présentation, la forêt au milieu du gué, parce que c'est une ressource qui a été seulement partiellement activée, parce que les gagnants un petit peu entre guillemets des tensions qui ont lieu ont été les réseaux de chaleur qui ont été la valorisation principale qui a été mise en place à ce moment-là, et les objectifs initiaux de l'État et des industriels qui sont engagés dans ce parcours dans les années 2000, début 2010, n'ont pas été atteints, ou en tout cas partiellement atteints. Donc, on a vraiment partiellement activé la ressource. Et donc, ça a été aussi un moment fort de questionnement quant à la hiérarchie des valorisations et les valorisations qu'on voulait tirer de la forêt. La plupart des acteurs ont pris conscience qu'on était sur un changement de paradigme, mais qu'on n'était pas sur une transition uniquement énergétique, mais sur le vocable qui s'est finalement qui s'est imposé maintenant depuis quelques années, une transition écologique, avec des tiraillements entre les différentes valorisations, qu'il fallait vraiment réfléchir à toutes ces métriques et à tous ces enjeux, donc que ce soit le stockage du CO2, le mégawatt par heure, le mètre cube, mais aussi la biodiversité, la fréquentation, si on veut réfléchir en termes d'activité loisirs, enfin l'ensemble des services écosystémiques qui ont été conceptualisés. Et donc, un des enjeux, c'est de coordonner les processus de valorisation, ce qui n'avait pas été le cas au moment du lancement des différents projets. Un autre enjeu, c'est donc qu'il y a un poids des héritages qui est fort,
très fort puisque la valorisation électrique a peiné à s'imposer. C'est la valorisation chaleur qui a été privilégiée in fine malgré des incitations très fortes, même si la cogénération a été relancée de façon plus ciblée depuis 2015-2016. Donc au final, je voulais juste rappeler donc, que le potentiel est à lire comme quelque chose qui se construit et que le bien commun, il y a des enjeux de bien commun qui nécessitent de réfléchir à la conciliation entre les différents intérêts privés et du bien commun qui est attendu de la ressource forêt, même si c'est une ressource privée, mais à laquelle on attribue une valeur publique, une valeur partagée, notamment autour des questions climatiques, par exemple. Donc, ça implique de réfléchir à ces valeurs qu'on donne à la forêt et comment on partage les responsabilités et le pouvoir et la ressource. Je vous remercie.